précédé, à partir du 15 mars jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de véritable épuration de l'administration, pas eu de véritable épuration de la police, pas eu de véritable épuration de la justice, il n'y a pas eu le moindre procès réellement mené contre tous les complices du régime précédent. Il n'y a eu que des gestes dans ce sens que parfois la réalité contredisait amèrement, comme par exemple la réalité du pouvoir officiel légitime de la Troïka, et plus particulièrement de son ministre de l'Intérieur, Nada, sur son appareil policier qu'il ne contrôlait absolument pas, et qui était au contraire, dont il était au contraire prisonnier. En fait, on est dans une situation de pluralité des pouvoirs. Je dirais qu'il y a trois pouvoirs. Il y a le pouvoir légal, c'est-à-dire celui du gouvernement issu des élections, le pouvoir réel, celui des structures de l'appareil d'État qui est resté identique à ce qu'il était, et celui du pouvoir potentiel, celui de la révolution, qui ne s'exprime pas du tout de la même façon que les deux autres pouvoirs, qui a l'air de ne pas exister, mais qui se manifeste tous les jours dans toutes les villes du pays à travers des mouvements de grève, des rassemblements, des réunions, des discours, et qui de temps en temps fait basculer complètement la situation, comme cela s'est fait le lendemain de l'assassinat de Chokri Belaïd. En réalité, ce jour-là, le peuple a montré que non seulement il n'avait pas abandonné la révolution, mais qu'il ne laisserait personne assassiner la révolution. Et le jour même d'ailleurs, et par la suite, Nada a tiré les conclusions, probablement avec beaucoup de difficultés, et on a un nouveau gouvernement qui n'a plus rien à voir avec celui de la Troïka d'avant l'assassinat de Chokri Belaïd. C'est dire que la révolution qui s'est faite est tout à fait particulière. C'est une révolution qui s'est faite sans direction politique. Tous les partis politiques ont été pris de court et ont couru tous les jours et couraient derrière la révolution pour essayer de faire coller leur discours à ce qui se passait, et ils avaient du mal. Par conséquent, il faut analyser encore plus ce qu'est cet état de parti unique pour essayer de comprendre comment il se fait que contre cet état, une révolution normale, habituelle, conduite par des partis politiques n'a pas pu exister. Ça a l'air d'une question de forme, mais en réalité c'est une question de fond. Si les partis politiques n'ont pas été capables de conduire la révolution, si même ils ont cru pouvoir collaborer avec des membres du RCD pour, disons, continuer la révolution, c'est qu'il y avait quelque chose une rupture totale entre la perception qu'avaient ces partis de la situation et la réalité du populaire. Cette rupture aurait pu peu à peu se disparaître. Au contraire, tout ce qui a été fait par les pouvoirs politiques est allé dans le sens de l'approfondissement de cette rupture. La fameuse commission de la réalisation des objectifs de la révolution et de la transition démocratique, la fameuse commission a été dès le départ le centre d'un processus antidémocratique de spoliation de la révolution. Dès le départ, elle a été conçue sur la base d'un décret
d'un ancien président de l'Assemblée nationale, un ancien ministre, un ancien directeur de la police, enfin, je passe, le décret qui précisait que tous les débats de cette commission auraient lieu à huis clos. Alors, le peuple fait une révolution et on décide pour lui comment il va voter, quand se fera le vote, quel type de pouvoir transitoire il y a, sans qu'il ait le droit même d'écouter ce qui se passe. Moi, j'ai fait partie de cette commission une séance pendant laquelle j'ai cru que les caméras qui étaient là, dans la salle, étaient là pour retransmettre le débat. En fait, il n'en était rien. Elles étaient là juste pour transmettre le discours du président de la République provisoire, et après, ce qu'elles ont enregistré est resté dans les boîtes. Et le lendemain, enfin, à la séance suivante, il a été interdit aux journalistes de rester dans la salle et aux caméras d'y rester. Bon, par la suite, on a eu une petite retransmission en cercle privé, enfin sur Internet, mais absolument pas la transmission directe du débat. Alors, la transition démocratique s'est faite dans cette commission de façon tout à fait antidémocratique, c'est-à-dire en dehors du peuple. Quand j'ai quitté la commission, j'ai dit je veux bien n'avoir aucune légitimité à décider pour le peuple. Je veux bien n'avoir aucune légitimité puisque j'ai été nommé par un gouvernement qui n'a aucune légitimité, mais que j'ai au moins un écho de ce que je dis, l'approbation ou le refus, mais que les gens sachent ce que je dis pour prendre position. Et par conséquent, nous nous sommes retrouvés dans une situation dans laquelle le peuple était exclu. Il était exclu par qui? Il était exclu foncièrement, fondamentalement, par l'ensemble des partis politiques qui ont fait partie de cette commission, et par les experts aussi, mais par les partis politiques plus spécialement, qui, eux, voulaient que le système électoral favorise les partis politiques, et donc ont insisté sur le scrutin de liste, se sont battus pour qu'il y ait un scrutin de liste, et pour que les gens qui ont participé à la Révolution soient complètement exclus des élections. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Ayaan Ben-Achour, le président de la commission, après les élections, a remarqué, tout à fait naïvement, que le peuple de la Révolution n'était pas le peuple des élections. Voilà qui n'a rien d'étonnant. Ça avait été préparé consciemment, ou moins consciemment, mais ça avait été préparé sérieusement. Bon, tout ça, c'est pour dire qu'on est dans une fausse problématique. La réalité n'est pas la réalité de la transition démocratique. La réalité, c'est celle de la révolution. Une révolution d'un type particulier, d'un type nouveau, qui s'est passée dans un pays qui, contrairement aux autres pays, n'était pas un pays soit précapitaliste qui va rentrer dans le capitalisme, soit capitaliste ou féodal, enfin, qui va changer de régime. C'était un pays dans lequel il y avait un capitalisme d'État dominé par l'impérialisme. C'est-à-dire dans lequel il n'y avait pas de bourgeoisie nationale qui était capable de mener le pays politiquement, socialement et économiquement, et où tout cela a été fait par le parti, qui s'est constitué du même coup en une bourgeoisie hégémonique, parasitaire, qui vivait sur les miettes qu'elle pouvait arracher soit au peuple, soit à ses alliés impérialistes auxquels elle a ouvert le marché. Par conséquent, cette révolution était
en même temps nationale et d'un type tout à fait nouveau. Une révolution contre ce régime, elle n'a pas eu lieu en Union soviétique, elle n'a pas eu lieu dans les pays de l'Est, il y a eu des transitions démocratiques. Nous sommes le premier pays du monde à affronter une situation nouvelle. Et nous nous étonnons qu'au bout de 2 ans, nous n'ayons pas trouvé encore le bout. C'est ridicule. Nous aurons certainement beaucoup plus de temps que ça à attendre pour apprendre à faire la révolution ou la démocratie, parce que cette révolution est dans son fond pleinement démocratique. Il faudra des années pendant lesquelles les différents partis politiques et les différents intérêts socio-économiques vont s'affronter constamment en essayant de façon systématique, comme ils ont fait jusqu'à présent et comme ils continueront à le faire, d'écarter le peuple révolutionnaire de la gestion de la politique. Alors, il y a beaucoup de péripéties. Et ces péripéties ne sont pas toujours très agréables. Il y a bien sûr des tentatives d'hégémonie, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que les tentatives d'hégémonie. Je signale que la discussion sur la religion n'a pas été du seul fait des nanas. Elle était aussi le fait des laïcs qui ont proclamé la lutte pour la laïcité comme un des objectifs fondamentaux. Il y a eu dès le départ, dès que l'idée d'élection a été donnée, il y a eu mise en avant des positions soit religieuses, soit laïques. Et il y a eu crispation sur ces positions. Il y a des tas de choses à relever. Bien sûr, la tentative d'hégémonie. Mais l'opposition, ce qui est l'opposition, n'a pas voulu participer au gouvernement. Elle n'a pas voulu se mouiller dans la gestion. Elle n'a pas voulu participer à la recherche de solutions aux problèmes du pays, à la recherche de solutions aux revendications populaires. Mieux encore, pas plus que le gouvernement, l'opposition ne met en avant ses revendications, celles de la justice transitionnelle, celles de l'emploi, celles de la fin de la ségrégation, de la discrimination régionale. De temps en temps, certains partis avancent des mots d'ordre qui ressemblent tout à fait aux revendications populaires. Et puis, on n'en parle plus, on parle d'autre chose. La lutte pour la vérité dans les assassinats qui ont eu lieu au cours de la Révolution a été plutôt faiblante. On a reparlé d'assassinats avec les assassinats dont on vient de nous parler. Alors à ce moment-là, on a recommencé à se battre pour la vérité sur la violence, sur le... Les snipers, c'est... Pardon? Les snipers, c'est ça? Non, moi je parle des snipers, mais... Après, c'est le... Les snipers, on les a un peu oubliés, et puis on s'est rappelé le problème de la violence et de l'assassinat quand il a été question d'assassiner des hommes politiques. Je ne dis pas que ça relève d'un mépris du peuple, mais ça relève d'une priorité, d'une hiérarchie des priorités qui ne met pas les victimes de la Révolution en premier lieu. Or, il est évident que ce que le premier gouvernement, le troisième gouvernement provisoire, le gouvernement de Béjirat a fait dans ce domaine, ça a été essayer de noyer le poisson.
Béchir el-Sebsi, le gouvernement de Béchir el-Sebsi et lui-même disait les snipers, c'est des rumeurs, ça n'a pas existé. Ils se sont arrangés pour que les gens arrêtés dans tous ces événements autour de la Révolution soient jugés par des tribunaux militaires auxquels on a donné des dossiers vides qui avaient été détruits, où toutes les preuves avaient été détruites par les policiers qui étaient en cause dans ces affaires. Les tribunaux militaires ont participé à cette politique du silence dans la mesure où les militaires eux-mêmes étaient suspects d'avoir participé à ces assassinats. Et par conséquent, on a encore presque tous les mercredis, je crois, des séances du tribunal de la cour d'appel du tribunal militaire de Tunis, dans lequel on voit des parents de victimes de la répression venir avec les photos de leurs proches et se voir, écouter des gens qui parlent comme ça, et repartir en s'étant vu signifier que l'affaire est reportée à tel jour, à tel jour, à tel jour. Cela relève d'une monstruosité au point de vue humain. Mais politiquement, c'est d'un cynisme révoltant. Si on ne veut pas juger les coupables, si on ne veut pas juger ce qui s'est passé, qu'on n'en parle pas, et puis c'est tout. Mais qu'on fasse semblant de juger, qu'on fasse venir des fins fonds de la Tunisie toutes les semaines des familles de gens à qui on dit bon ça va, repartez, il n'y a rien à voir, ça me paraît assez scandaleux. Donc le bilan de ces 2 années, pour moi c'est un bilan qui est à la fois très positif, très plein de promesses et très dur à avaler, très dur à voir. C'est un bilan très difficile. Ces 2 années ont été très dures. Je ne crois pas que les Tunisiens aient encore fêté la Révolution. Je ne crois pas qu'ils soient vraiment convaincus qu'elle a eu lieu. Mais, en réalité, tous les jours, on s'aperçoit que la Révolution existe, qu'elle fait reculer aussi bien les gens qui sont les représentants de la contre-révolution que les gens qui se prétendent la légalité révolutionnaire, c'est-à-dire le gouvernement. Ils reculent constamment sur tout. Comme ils ont reculé tous les jours, plusieurs fois, sur les propositions qu'ils faisaient à l'Assemblée nationale, ils ont reculé sur la haute main qu'ils avaient sur un certain nombre de ministères, dont le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice, et reculeront encore. Ils reculeront encore parce qu'ils veulent qu'il y ait une constitution votée à la majorité de 2/3. Et ça, pour que ça se fasse, pour pouvoir faire des élections prochainement, il faut absolument faire des concessions sur toutes leurs demandes. Donc je pense au contraire, moi, que la démocratie est en train de s'installer, que jamais en Tunisie il n'y a eu autant de démocratie qu'actuellement, que jamais la parole n'a été aussi libre, que jamais il n'y a eu autant de réunions, autant de contestations, autant de ministres insultés. Mais il faut vous rendre compte qu'aujourd'hui, un ministre, un président de la République, n'a plus, par le fait qu'il est ministre ou président de la République, droit au moindre respect en Tunisie. Je vais finir là-dessus. La jeunesse a fait la révolution, elle l'a fait en assassinant son père, en supprimant toute acceptation, toute soumission à une tutelle quelconque. Or, l'assassinat du père, pour un individu, c'est le début de la jeune lutte. Et si la jeunesse tunisienne passe à l'état adulte, elle finira par prendre son destin en main. Il n'y a aucun doute là-dessus.
Merci, M. Nakache. Tout le monde aura remarqué qu'il y a dans les deux exposés à la fois des raisons d'espérer et des raisons d'être inquiet. Et maintenant, on va passer peut-être à des considérations plus concrètes, plus pratiques, puisque nous vivons en Fédération Wallonie-Bruxelles et en Région Wallonne. On va demander à Mme Estefiani, en tant que représentante du ministre-président et de la Fédération de Bruxelles et de la Région Wallonne, ce que nos institutions peuvent faire pour aider à l'installation d'un régime plus démocratique, plus démocratisé. Bonjour à tous. Alors, tout d'abord, j'aimerais excuser l'absence du ministre-président Rudy Demotte. Il est actuellement en mission à l'étranger. Et ensuite, j'aimerais préciser qu'en tant que partenaire de coopération de la Tunisie, la Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles ont vraiment accordé une attention très particulière depuis le mois de janvier 2011. En fait, après cette révolution, le ministre-président, qui est ministre-président mais compétent pour les relations internationales, donc c'est dans ce cadre-là qu'une série d'actions ont été faites pour la Tunisie. Après la révolution, donc au mois de mars 2011, il a souhaité se rendre en Tunisie pour vraiment se rendre compte par lui-même de ce qui s'y passait et rencontrer une série d'acteurs. Et suite à cette mission, il a décidé de provisoirement réaffecter les moyens de la coopération à des opérateurs indépendants, puisqu'il a estimé que, d'après les conclusions de sa mission, il fallait suspendre cette coopération telle qu'elle existait, donc la coopération classique avec les autorités tunisiennes. Et pendant un an, pendant l'année 2011, les moyens ont été réaffectés à des opérateurs indépendants dans 3 thèmes. Au niveau des médias et de la presse libre, au niveau de la démocratie locale et au niveau des valeurs universelles. Et donc, on a pu mettre sur pied des projets de coopération entre des acteurs ici, en Belgique francophone, et en Tunisie, sur ces 3 thèmes-là. Alors, un an plus tard, en mars 2012, Rudy Demotte s'est à nouveau rendu en Tunisie pour se rendre compte de l'évolution de la situation, puisqu'entre-temps, on avait eu les élections du 23 octobre 2011. Et là, la conclusion a été que, compte tenu du fait que les élections avaient été organisées de façon démocratique, donc ça, les différentes missions d'observation l'avaient vraiment attesté, la décision a été prise de reprendre la coopération classique avec ce pays. Alors ces rétroactes, pourquoi est-ce que je vous les donne de cette manière? C'est vraiment pour vous montrer qu'on était très attentif à ce pays et pour vous expliquer aussi combien on a été très attristé par la nouvelle de l'assassinat de Chekri Belaïd, parce que voilà, c'était vraiment un événement dramatique qui a fait qu'on est d'autant plus préoccupé par l'instabilité de la situation qui a eu lieu juste après. Alors comme on l'a dit ici dans les 2 interventions, on se rend compte que finalement ça ne fait que 2 ans que le régime est tombé, que depuis ces 2 années, on est encore dans un climat de tension, et c'est un climat de tension qui concerne la Tunisie mais qui concerne aussi d'autres pays comme l'Égypte par exemple. Et donc aujourd'hui, on a passé le cap de l'euphorie. Donc les premières semaines, c'était plutôt, et les premiers mois, c'était plutôt des mois où il y avait quand même beaucoup d'espoir et de l'euphorie. Et aujourd'hui, certains commencent à parler d'échec des révolutions. Alors, nous, c'est vraiment pas la vision qu'on a des révolutions. Je pense que on est vraiment en phase avec ce que les 2 précédents intervenants ont dit. Ce serait vraiment très malaisé, très déplacé, plutôt de faire des constats qui sont aussi tranchés, que les situations sont complexes aussi, que la Tunisie n'est pas l'Égypte, mais qu'en tout cas, on a compris une chose, je pense qu'ici tout le monde a compris une chose, c'est que la transition politique va prendre du temps, la révolution va prendre du temps, elle va prendre des années.
et que voilà, il faut travailler, être patient et certainement pas en arrivant arriver à la conclusion d'un échec. Alors au niveau des enjeux de société, ben, on sait qu'ils sont importants, que ce soit en Égypte, en Tunisie ou ailleurs où on a connu des révolutions ou des évolutions. Il y a vraiment des débats fondamentaux qui ont lieu. Et puis aussi, il y a le problème des difficultés socio-économiques qui sont vraiment le défi actuel de ces pays. Et en Tunisie, en ce qui concerne les débats qui sont en cours, ben, on en a parlé, il y a la question de l'islam, le statut de l'islam, la question des droits des femmes et des acquis précédents, la question de la liberté de la presse, de la liberté d'expression en général. Alors, ces points-là ont été longuement débattus ici sur les 2 années. Comme vous l'avez dit, il y a eu vraiment, et il y a encore énormément de débats et de discussions qui vont vraiment dans tous les sens. Et c'est ça aussi qui est passionnant à voir aujourd'hui dans le monde arabe. On peut discuter passionnément d'un tas de sujets, ce qui était assez inimaginable et inconcevable il y a encore 2 ans. Donc ça, je pense que finalement, c'est très vite habitué à l'idée qu'on peut parler de tout. Et c'est nouveau, il faut vraiment s'en rappeler. C'est nouveau, c'est prometteur et c'est quand même plein d'espoir malgré les difficultés. Alors on a encore aussi en Tunisie, on en a parlé, un doute par rapport à la date des élections, hein, puisqu'on doit avoir des élections législatives et présidentielles suite à la rédaction de la Constitution. Donc voilà, je ne vais pas répéter ce qui a été dit, à savoir qu'on est dans un processus qui va prendre du temps et on est vraiment en recherche d'un nouvel équilibre. Par rapport à notre action au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie, quelle est-elle? Elle est vraiment multiple, mais avant d'en parler, je voulais juste faire un petit point par rapport à la diaspora tunisienne, pour dire qu'en fait, d'abord on la remercie pour tout le travail qu'elle fait par rapport à cette question, et je salue ici le travail et l'action du comité de vigilance en particulier. Et le propre des diasporas, c'est vraiment d'établir des ponts entre le pays où elles vivent, qui est souvent devenu leur pays, et leur pays d'origine. Et donc, pour nous, pouvoir public, c'est vraiment très enrichissant d'avoir leur regard, d'avoir leur avis. C'est souvent très documenté et avoir comme ça un regard sur une réalité de terrain qu'on ne peut pas forcément appréhender à partir d'ici. Voilà, c'est riche pour nous, donc continuer de nourrir notre réflexion, c'est très précieux. Alors comme je vous disais tout à l'heure, la coopération a repris à partir de juin 2012 et on a fixé 2 objectifs prioritaires et 4 actions particulières. Notre coopération en général avec tous les pays avec lesquels on a une coopération, on a 12 pays avec lesquels on a une coopération, notre coopération ce sont des programmes en fait de 3 ans. Donc ici c'est un programme pour 2012-2014. Habituellement, on a 2 objectifs prioritaires qui sont fixés par pays et qu'on finance. Ici, pour la Tunisie, on a ajouté 4 actions particulières qui concernent précisément le soutien à la transition démocratique. Je vais très brièvement vous dire ce qu'on fait au niveau des 2 axes classiques, je vais dire, pour plutôt parler des axes qui sont liés à la transition démocratique. Donc les 2 objectifs prioritaires classiques, c'est l'éducation et l'environnement. Et dans ce cadre-là, on travaille beaucoup avec l'enseignement supérieur, d'une part, où on travaille par exemple avec des projets où on appuie des formations en cinéma et en audiovisuel. On appuie aussi l'enseignement des sciences politiques. On a aussi un partenariat entre associations de professeurs de français, ou encore un partenariat qui concerne plus spécifiquement le français technologique et économique. Dans ce cadre-là, on a aussi un programme de bourse d'excellence avec des personnes, des étudiants tunisiens en 3e cycle qui viennent en Wallonie et à Bruxelles pour travailler dans des centres de recherche universitaires au niveau des pôles de compétitivité de la région wallonne. Donc, les pôles de compétitivité sont des domaines très techniques, comme par exemple le transport logistique, le génie mécanique, les sciences du vivant, l'agro-industrie,
l'aéronautique spatiale et les technologies environnementales. Voilà, je les ai tous cités. Donc ces pôles de compétitivité correspondent à des pôles qui intéressent beaucoup les universités tunisiennes et les Tunisiens. Et pour l'année 2011-2012, on a eu 5 boursiers qui sont venus dans des universités pour faire une spécialisation. Ça, c'était pour l'éducation. Pour le volet environnement, comme exemple, je pourrais citer des projets en énergie renouvelable, des projets en gestion des ressources en eau, des ressources aussi au niveau de l'agriculture. Il y a vraiment des thèmes très spécifiques qui intéressent à la fois les universités et qui correspondent à nos priorités ici aussi. Et ce sont chaque fois des partenariats qui sont menés entre des centres de recherche ici et des centres de recherche là-bas. Alors, pour ce qui concerne les actions spécifiques au processus démocratique, de soutien au processus démocratique, là, suite à une consultation du secteur, et puis sur base aussi de ce qu'on avait fait en 2011, comme je vous ai dit, on a réorienté vers des opérateurs indépendants, on a décidé de reprendre notamment le thème des médias. Et on a apporté un soutien via des projets très concrets, comme l'échange de journalistes tunisiens qui viennent en fait ici depuis le mois de janvier 2013. On a différents journalistes qui sont venus dans des organes de presse belges francophones et qui suivent des stages vraiment dans tous les domaines du journalisme, que ce soit politique, économique, culturel. Ce sont souvent des journalistes qui ont déjà exercé comme journalistes avant, ce n'est pas forcément des étudiants ni des jeunes journalistes, mais c'est vraiment des gens qui sont soucieux d'avoir une pratique du journalisme à l'extérieur. Dans nos pays. C'est quelque chose qui les a intéressés. Alors on a parlé tout à l'heure de la question des médias et de la liberté de la presse, puisque pendant le gouvernement provisoire, on a 3 décrets qui concernent les médias qui ont été adoptés. Et nous, ce thème des médias nous intéresse d'autant plus que, en fait, depuis l'adoption de ces décrets, ils n'ont toujours pas été mis en application. Le gouvernement actuel, enfin, avant que celui-ci ne tombe, a vraiment traîné des pieds en estimant que c'était des décrets qui avaient été pris de manière très précipitée, qu'il y avait énormément de choses à changer. Voilà, nous on essaye en fait par des projets comme ça, non pas de dire à la Tunisie on va vous expliquer comment ça marche la liberté de la presse, parce que nous on sait bien comment ça marche, c'est plutôt d'essayer de dédramatiser la question de la liberté de la presse, de vraiment d'essayer de montrer que surtout au pouvoir public là-bas, qu'une liberté de la presse, ça peut être bénéfique à toute la société tunisienne, et que nous, on peut vraiment apporter un appui, qu'on est prêt à les accueillir, dans vraiment un partenariat égal. Donc on n'est pas en train de dire on sait comment ça marche, on est plutôt en train de dire on est prêt nous à partager votre expérience. On est au niveau des médias, on l'a dit tantôt, on n'a jamais autant critiqué les ministres, mais aussi le reste de la société, donc tout le monde en prend pour son grade, vraiment, au niveau des médias qui se sont créés, et il y a beaucoup de médias qui se sont créés. C'est aussi intéressant pour nos journalistes ici en Belgique de voir comment ça se construit une liberté de la presse dans un pays qui n'a connu que la dictature pendant plusieurs décennies. Donc voilà, donc pour résumer, l'axe des médias, c'est vraiment un axe prioritaire pour nous. Alors en plus de cet échange de journalistes qui va continuer en fait tout au long de ces mois, on a aussi un appui au secteur audiovisuel, donc radio-télévision. Là, ce sont des formations qui vont être organisées en partenariat avec des télévisions et radios belges. On a aussi eu la participation du Conseil supérieur de l'audiovisuel en Belgique francophone, qui a vraiment beaucoup travaillé avec l'INRIC, donc l'INRIC en Tunisie, qui a vraiment travaillé au niveau des réformes, qui a sorti un rapport sur les réformes des médias en Tunisie. Le CSA, donc le Conseil supérieur de l'audiovisuel chez nous, a participé à l'élaboration de ce rapport, au même titre que d'autres CSA d'Europe.
Et on va continuer ce travail, puisque ici, dans les prochains mois, on aura la haute instance indépendante de la communication audiovisuelle qui va être installée, donc la AICA. Même si là aussi on traîne beaucoup à mettre ça en place, on annonce quand même une mise en place de cette structure. Alors je voudrais encore citer deux projets qu'on mène pour soutenir cette révolution. C'est la société civile et en particulier les associations qui travaillent avec les femmes. Donc là aussi, on a des projets très concrets au niveau, que ce soit de l'entrepreneuriat ou au niveau vraiment de la promotion des valeurs universelles. Et dernier point, c'est la question des financements européens. En fait, on s'est rendu compte via plusieurs missions, donc il y a les deux missions qui ont été faites, que la Tunisie ne levait, comme on dit, que 40% des subsides que l'Union européenne lui octroyait. Et on a décidé, nous en région Wallonne, de mettre à disposition des experts qui pouvaient soutenir vraiment les Tunisiens et les pouvoirs publics tunisiens à rentrer des rapports au niveau de l'Union européenne pour obtenir différents subsides, parce qu'obtenir un subside européen, c'est quelque chose qui est vraiment très difficile. Et donc, dans le cadre de missions d'expertise très courtes, on a des experts qui commencent à travailler dans différents domaines pour appuyer cette remise de dossier. Voilà, donc je vais conclure ici par rapport à notre action. Donc je ne sais pas s'il faut le préciser, mais au niveau de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, on est vraiment désireux d'être aux côtés des Tunisiennes et des Tunisiens. On sait aussi combien ils sont attachés au caractère pacifique de leur révolution. C'est une révolution qu'ils ont menée eux-mêmes et qu'ils ont voulu sans violence. Et on sait aussi combien les Tunisiens et les Tunisiennes sont soucieux de voir leur pays accéder à cette chose précieuse qu'est la démocratie. Merci. Bien, et bien maintenant la parole est au débat. Donc est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions? Il y a déjà des mouvements dans la salle pour préparer des bras qui se lèvent. Voilà, le micro, voilà oui, une promenade, ce micro. Merci. Bonjour à tout le monde. Vous présenter pour que tout le monde sache qui vous êtes et d'où vous parlez. Mais ce n'est pas une opération policière. C'est pas du RCD. On a l'habitude maintenant, c'est tout le temps comme ça. En fait, bonjour à tout le monde, merci d'être venu pour la Tunisie et pour la démocratie en Tunisie. En fait, ce que je veux dire d'après, c'est que je n'ai pas entendu toutes les paroles de M. Latrache, mais je suis arrivé, je l'ai entendu parler un peu de ce qui se passe en Tunisie, de ce qu'a dit Riyad Ben Achour, d'abord Riyad Ben Achour, et toute son équipe. Je n'ai pas bien entendu, je n'ai pas bien écouté en Tunisie. Ça a une chose, autre chose. Quand on parle de la révolution, en Tunisie ou dans les pays arabes, mais cette révolution, c'est de quoi et contre quoi? C'est quoi l'essence de cette révolution? C'est quoi son moteur? On n'a pas compris ça. Il y a des choses qu'on n'en parle pas, ni à la TV, ni dans le journal, ni dans les radios, qui se passent, qui sont là, mais personne n'ose toucher. Pourquoi? Moi non plus, je ne vais pas en parler, parce que je vais subir les conséquences après. Mais je vais continuer à jouer votre jeu. Je vais vous dire que cette révolution en Tunisie ne peut pas réussir. Pourquoi elle ne peut pas réussir? Parce qu'on doit être libre de quelque chose. Eh bien, cette quelque chose, elle est tout le temps attachée à nous. Depuis des siècles, elle est là. On ne peut pas être libre. On ne peut pas vivre notre démocratie. On ne peut pas commander notre pays. Parce qu'il y a des faits historiques qui sont là et qu'on doit payer la conséquence. Alors ne venez pas me dire, me raconter, c'est à cause d'X ou à cause des Grecs. Non, nous sommes tous signés à cette règle. Nous sommes tous là. Et voilà, merci.
Bien. Alors, on va prendre encore quelques interventions, hein, puis après on va repasser la parole à la tribune. Donc, bonjour, je vous remercie en tout cas pour être venu et nous expliquer tout ça. Alors moi, donc je suis Tamar Elouz, avocat à Liège. Donc moi, ma question, c'est par rapport en fait à la couverture médiatique qui existe ici en Europe, principalement, par rapport à tout ce qui se passe en Tunisie. Enfin, je vais me limiter à la Tunisie, mais ça, à mon avis, ça peut marcher aussi pour tous les autres pays qui connaissent des mouvements sociaux, des mouvements démocratiques actuellement au sein du monde arabe. Alors moi, c'est par rapport au fait que j'ai l'impression qu'on s'axe énormément sur par exemple, les mouvements salafistes qui viennent mettre un peu du désordre dans cette période post-révolutionnaire et qui rendent, c'est vrai, un peu plus complexe cette transition actuelle. Et on parle beaucoup des islamistes, etc. Enfin, est-ce qu'il n'y a pas, d'une certaine manière, ici en Europe, chez certains, en tout cas, qui étaient très, on va dire, caractérisés par leur mutisme à une époque où ils auraient pu parler contre la dictature de Ben Ali et même avant. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui, chez certains, ici, une volonté, en quelque sorte, que les choses n'aillent pas, ou de faire paraître, en tout cas, cette image comme quoi la situation ne s'améliore pas, ou la situation n'est pas bonne, la situation ne va pas vers le bon chemin, parce qu'il y a, à mon avis, certaines forces, ici en Europe, mais en Occident en général, qui auraient probablement souhaité que ce qui existait auparavant au sein du monde arabe, c'est-à-dire ces dictateurs, ce ramassis de médiocrité qui dirigeait le monde arabe, eh bien, que tout cela ne soit pas arrivé en quelque sorte et que le statu quo se maintienne. Est-ce que dans cette façon que l'on a aujourd'hui ici de parler de la situation au sein du monde arabe ne reflète pas d'une certaine manière des vues un peu plus, on va dire, géostratégiques qui expriment l'idée qu'on n'a pas vraiment envie que cette démocratie qui est souhaitée par les populations arabes, eh bien, s'instaure véritablement parce qu'on craint parfois ce que peut souhaiter et vouloir cette population arabe à travers tout ce monde. Voilà simplement une petite réflexion sur laquelle j'aurais souhaité avoir peut-être un point de vue ou l'autre. Je vous remercie. Merci. Pour une autre demande d'intervention. Merci. Ah, si. Bonjour, je m'appelle Carlos Mor, je suis étudiant Erasmus à l'Université de Liège, mais normalement j'étudie en Allemagne. Et j'ai une question qui est par rapport à la couverture médiatique aussi du printemps arabe. Parce que normalement quand on parle sur les partis politiques qui sont au pouvoir maintenant, on parle des islamistes. Et on utilise exactement le même mot pour faire référence aux autres acteurs qui sont beaucoup plus violentes, par exemple les talibans, Al-Shabaab et ainsi de suite. On utilise exactement le même mot pour faire référence à des partis politiques qui ont maintenant une légitimation politique démocratique. Et à mon avis, ça fait l'expression d'une forte méfiance par rapport à la capacité de ces partis qu'est-ce qu'on dit, conduire les pays vers une direction démocratique. Et j'aimerais bien savoir quel est votre avis sur ça. Donc pourquoi on utilise le même mot, d'où vient cette méfiance, et s'il y a quelque chose qu'on pourrait faire pour enrichir un peu le discours au niveau des médias. Merci. Merci. Et maintenant, je propose de passer la parole ici à la table. Ah non, il y a une question.
Mohamed Delouz. Une petite question à Gilbert Nakache. À votre avis, dans les 6 mois ou les 7 ou 8 mois qui nous séparent des élections, l'enjeu, est-ce le type de société, c'est-à-dire préserver à tout prix le type de société qu'on avait, qu'on appelle modernité, pour contrecarrer une même mise des islamistes sur le pays, ou bien démolir l'ancien régime pour pouvoir créer un autre. Okay. Merci beaucoup. Maintenant, je propose de repasser la parole ici à la tribune. Moi, j'aimerais bien agrémenter un peu la dernière question sur une question qui me semble intéressante. C'est un peu la différence de point de vue que j'ai entendue entre mes deux voisins, avec, si j'ai bien compris, Nachid qui insistait plus sur, je dirais, les dangers des gens qui veulent prendre le pouvoir et s'installer au pouvoir, et Gilbert Nakache qui insistait plus sur le danger des gens qui avaient été au pouvoir et qui veulent y rester. Et je me dis, est-ce que... ou y revenir, oui. Et donc je me dis, est-ce que vous partagez quand même l'inquiétude de l'autre, chacun, puisque, je dirais, Mohamed Nachid n'a presque pas parlé de l'histoire pénaliste, en quelque sorte, et je dirais d'une certaine manière, vous avez considéré, vous, que le débat religieux est un débat non pertinent, presque. Donc je voulais ça pour reprendre un peu la dernière intervention et lui donner mon point de vue. D'abord, je voudrais dire à notre ami que si les Tunisiens ne sont pas libres, n'ont pas été libres à beaucoup de moments de leur histoire, ils ont aussi, à beaucoup de moments de leur histoire, réussi à prendre la culture de leurs dominateurs et à être les meilleurs dans ce domaine. Donc, on n'a pas à avoir honte de l'histoire de la Tunisie. Ce n'est pas l'histoire d'un peuple soumis, c'est l'histoire d'un peuple qui vit et qui est capable de se relever à chaque fois. Donc, sur la question de Mohamed Delouz, qui est une question piège, en fait. C'est-à-dire, moi je la traduirais d'une autre façon. Je dirais, est-ce que ce qui est important, c'est la préparation des élections et les luttes qui se mènent d'une façon ou d'une autre dans le monde, dans la société politique, je dirais, ou bien est-ce que c'est les pressions énormes que le peuple de la Révolution, pour reprendre l'expression de Hayat Ben Achour, fait peser sur ses politiques. C'est évident que c'est la deuxième chose, que une constitution, si mauvaise soit-elle, peut être remise en question. La Bolivie avait une constitution qui avait été rédigée au lendemain de changements politiques très importants par une constituante qui était en fait composée par les mêmes députés que ceux qui étaient avant. Donc la constitution était très mauvaise. Et bien 10 ans après, ils ont changé, il y a eu une nouvelle constitution. Je veux dire qu'un texte juridique n'est pas très important pour un peuple. Ce qui est important, c'est les rapports sociaux, c'est les rapports vivants qu'il a en son sein. S'il a des rapports sociaux importants, intéressants, vivants, dans lesquels il y a des luttes, il y a des choses qui se passent, la domination politique n'est pas très importante, bien qu'elle puisse, pendant des périodes assez longues, être dure à supporter. Mais qu'est-ce que 6 mois, ou 1 an, ou 2 ans, dans l'histoire d'un peuple, surtout d'un peuple comme le peuple tunisien, qui a 3000 années d'histoire écrite derrière lui. Alors, franchement, une étincelle par rapport à quelque chose de beaucoup plus important,
c'est pas important. Non, c'est vrai. C'est vrai que le débat sur l'identité tunisienne, l'identité musulmane ou pas musulmane de la Tunisie, sur la laïcité, tout ça, ça me paraît tout à fait non pertinent, pas seulement à moi, ça paraît tout à fait non pertinent à la plupart des Tunisiens. Parce que, en dehors, disons, de la classe politique ou politisée des grandes villes, allez dans le sud. Je dis toujours, si vous perdez le nord, allez dans le sud, vous le retrouverez. Allez dans le sud, écoutez la population du sud. Demandez-leur ce qu'ils pensent de la charia, ce qu'ils pensent de la religion. Ils vous diront qu'ils n'en pensent rien, ils s'en foutent. Eux, leur problème n'est pas là. Il leur faut du travail, ils veulent une liberté, ils veulent vivre. Et ils le disent. Et en fait, ça veut dire qu'ils ne sont pas sensibles du tout à cette problématique. Donc, moi je crois effectivement que c'est une problématique absolument artificielle, je dirais, qui a été insufflée dans les débats politiques essentiellement par la contre-révolution, parce qu'à l'origine de ce débat, il y a tous les incidents soi-disant fomentés par les religieux, mais qui étaient fomentés en fait par des salafistes, c'est-à-dire pour l'essentiel des indicateurs de police, des trafiquants, des repris de justice qui obéissaient aux ordres des flics. Évidemment, entraînant derrière eux un certain nombre de gens trompés par le discours salafiste. Et c'est ça l'origine de ce débat. Et le débat a repris, alors chacune des deux parties en rajoutant une couche, et c'est devenu la pierre d'achoppement de toute la vie politique tunisienne. On a laissé de côté les blessés, les morts de la Révolution, on a laissé de côté la justice transitionnelle, on a laissé de côté les juges corrompus qui continuaient à être corrompus, qui continuent à être corrompus et à être payés pour rendre des jugements. On a laissé de côté la police qui torture. Tout à l'heure, certainement, Radiana Saroui vous en parlera, mais qui continue à torturer comme si de rien n'était, les policiers qui se permettent de violer des femmes, des jeunes filles, tout ça c'est du secondaire, l'essentiel c'est la religion. Non, non, non. Même les problèmes de liberté ne sont pas que des problèmes de liberté religieuse. Les problèmes de liberté, ce sont des problèmes réels, des problèmes de tous les jours. Les femmes subissent la violence. Et qu'on ne nous dise pas, c'est la religion. C'est pas la religion, ce sont des gens qui veulent prendre le pouvoir sur le corps des femmes. C'est le machisme. C'est une chose vieille comme le monde. Et en même temps qui prend des aspects tout à fait nouveaux et tout à fait violents en Tunisie, parce que personne ne s'intéresse à ces problèmes en dehors des victimes et de quelques avocats. Mais les femmes qui souffrent de cette violence quotidienne, les familles qui en souffrent aussi, elles ne sont pas victimes de la religion. Les gens qui n'arrivent pas à parler ne sont pas victimes de la religion, ils sont victimes de la volonté de puissance. C'est pas au nom de la religion que Nada, en admettant qu'elle soit hégémonique, veut assurer son pouvoir, c'est au nom de la volonté de puissance d'un mouvement politico-religieux qui veut se faire reconnaître parce que, comme disait la fille de Ranouchi, nous avons beaucoup souffert, maintenant c'est à nous de prendre le pouvoir. Ce sont des motivations tout à fait ridicules. Alors que la demande instante de travail, de dignité, de reconnaissance de la révolution dans la personne de ces blessés, de ces morts,
toutes ces demandes-là sont des demandes populaires et ne sont pas reprises ou sont insuffisamment reprises par le corps politique. Voilà, c'est donc, pour répondre, c'est évident. Alors, je voudrais essayer de répondre, enfin apporter quelques éléments de réponse, parce que c'est une question très complexe par rapport à la couverture médiatique. Il est vrai qu'ici en Occident, on a tendance à mettre en avant l'islam, alors que ce soit au niveau d'un pays, au niveau aussi de la Belgique, au niveau de la France, dès qu'il y a un fait quelconque ou des personnes d'origine maghrébine ou autres sans pitié de quelque chose, on dit voilà, c'est les musulmans, c'est l'islam, donc il y a cette facilité de la part donc, du travail journalistique à construire des stéréotypes en fait. Donc dire, quand on parle par exemple du président égyptien, Morsi, systématiquement on va jeter l'islamiste, c'est le président islamiste. Alors qu'on n'a jamais ici entendu parler d'un président catholique ou protestant. Hein, Merkel est chrétienne. Elle se définit comme chrétienne. Hein. On ne la présente pas comme chrétienne. Voilà, donc ça, c'est un rapport qui date, enfin, cette manière un peu de construire des stéréotypes, de simplifier les choses ne date pas d'aujourd'hui. C'est un rapport très complexe à la limite entre l'Occident et l'Orient, construit sur un imaginaire. Maintenant, on a des travaux qui nous expliquent, qui nous montrent comment on est arrivé à cette question-là. Mais c'est vrai que, alors pour revenir à la Tunisie, je veux dire que ce sont trois partis au pouvoir, c'est pas là uniquement, même si au sein ou entre ces trois partis, il y a un parti qui domine. Mais quand on parle des trois partis au pouvoir, on parle uniquement de nada. Et c'est dommageable, c'est quelque chose qui ne reflète pas en fait la réalité. Alors maintenant, cela étant dit, effectivement, on ne peut pas minimiser, si vous voulez, le rôle de la peur ici en Occident par rapport à ce qui s'est passé alors, dans d'autres pays, l'Afghanistan, ailleurs, où à chaque fois qu'il y a, si vous voulez, une implication quelconque, c'est d'abord la question religieuse qui remonte sur la surface qui interpelle tout le monde. Voilà enfin, ce qu'on pourrait dire par rapport à cette question. Je voudrais peut-être rajouter un petit mot par rapport à la remarque donc, de mon collègue Gabrias. Alors moi c'est vrai que je ne suis pas revenu, alors j'ai parlé du mouvement contre-révolutionnaire en incluant dans ce mouvement contre-révolutionnaire, bien évidemment, les partis, enfin tous les mouvements, les RCDistes, mais aussi enfin, tout un mouvement de la société qui... alors je faisais un peu la distinction entre les deux, hein, les anciens RCDistes, et aussi, mais ça c'est après les élections, et je crois que ce n'est pas par hasard que cette question, avant les élections, c'était le problème de la laïcité qui a été utilisé notamment par les partis de gauche, d'une manière d'ailleurs très problématique, et ils se sont complètement embourbés dans cette question, qui était un faux problème, en fait, et qu'après les élections, pour des motifs, il faudrait peut-être un jour revenir sur ces questions-là. Moi, je ne sais pas, je ne comprends pas comment les membres, les représentants de Nahda, avant les élections, votent la parité pour les listes électorales et qu'on n'a jamais évoqué la question de la polygamie, la question de la charia comme ça de droit, et juste après, donc les élections, ça va devenir un cheval de bataille. Alors, tout ça, c'est problématique parce que ça nous éloigne des problèmes réels dont votre ami a parlé, et ça, c'est vraiment la question essentielle qui demeure
omniprésente qu'on n'arrive pas à apporter des réponses à cette question. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a encore des demandes d'intervention dans la salle? Oui? Ici, à la première rangée, enfin, la première rangée occupée. Ah oui, c'est juste, c'est la deuxième rangée occupée. Bonjour tout le monde, je m'appelle Harabi Mohamed. Moi, ce qui me tracasse, j'ai peur que la révolution risque de déraper. Tant qu'on n'a pas résolu les problèmes socio-économiques, c'est de là, normalement, la révolution. La dignité, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va avoir un emploi, un revenu et puisse vivre. La jeunesse, pour l'instant, en Tunisie, n'ont pas d'espoir de vie. Pourquoi? Parce qu'il dit, je n'ai pas d'emploi, je ne peux pas me marier, je ne peux pas faire une famille. Ils sont arrivés dans une situation très délicate. Moi, la question que je me pose, qu'ils soient les Tunisiens qui sont à l'étranger, la communauté tunisienne en général, ou les amis de la Tunisie, quelles solutions qu'ils peuvent apporter pour aider la Tunisie à se sortir de la situation économique? Je sais bien qu'on traverse une situation difficile mondialement. On ne doit pas laisser la Tunisie tributaire de certains mouvements qui comptent sur les pays du Golfe, qui auraient été, nous sommes plus attachés vers l'Europe depuis longtemps. Et ce que je souhaite, qu'on doit aider la Tunisie dans ce sens-là. Autre chose très importante pour moi, et pour moi que je donne beaucoup d'importance, c'est la femme tunisienne. Tout au long de son histoire, et surtout jusqu'à maintenant pendant la Révolution, ou même avant, la femme tunisienne, c'est une femme travailleuse, et surtout en campagne, dans la campagne. C'est elle qui travaille, qu'elle s'occupe de son ménage, elle travaille l'agriculture, etc., dans les champs, elle s'occupe de son ménage. Elle aide, elle donne même l'argent à son fils pour qu'il puisse aller dans le café. Et souvent, j'ai remarqué, je rentre souvent 2-3 fois par an en Tunisie, et je remarque, je me promène dans les champs, et je regarde un peu partout, même à l'époque de Ben Ali, hein, je suis rentré à tout moment. Et je vois que c'est la femme tunisienne qui travaille. Et c'est elle qui milite souvent, malheureusement, même elle donne l'argent à son fils qui va rester dans le café. Et tout ce que la majorité des jeunes tunisiens, quand j'ai dit qu'ils n'ont pas d'espoir, ils ont un court-circuit dans la tête, tous ils veulent émigrer vers la mer, par la mer vers l'Italie, etc. Et ça, c'est dommageable quand un pays perd sa jeunesse. J'ai vu dernièrement une caricature dans un journal tunisien où tous ceux qui ont fait la révolution, ils prennent la mer, et d'autres qui viennent par avion et prennent le pouvoir. Et c'est le constat, c'est malheureux qu'on arrive. Parce que le problème, on veut faire un faux problème de religion qui n'a rien à voir. L'avantage de la Tunisie, c'est un pays homogène, qu'il soit linguistiquement, tradition, religion, etc. Déjà même pendant la Révolution, je veux dire pendant la lutte pour l'indépendance contre l'occupant français, ils n'ont jamais brandi le problème de la religion. C'était le problème toujours le progrès, l'égalité, etc. La Tunisie, jusqu'à maintenant, ce qu'ils souhaitent, c'est le progrès, les Tunisiens. Il n'y a pas un problème religieux, c'est un faux problème celui-là. Peut-être d'autres veulent résoudre le problème à travers la religion, que ça n'a rien à voir. Moi, je trouve que c'est la liberté totale pour tout le monde, et chacun est conscient de ce qu'il fait. Bon, je ne veux pas monopoliser la parole, je vous remercie beaucoup. Merci. Donc en fait, je voudrais savoir ce qu'il en est, parce qu'avant, le changement de régime, le renversement du régime, en fait la Tunisie était liée à l'Europe et au FMI, à la Banque mondiale, par des politiques libérales, par des accords libéraux, des accords le traité de Barcelone, qui sont des accords de libéralisme et qui provoquaient des dégâts en Tunisie, mais aussi qui... Donc en fait, qu'est-ce qu'il en est actuellement? Parce que si on regarde qu'est-ce que peut faire un État quand il n'a plus d'argent, et donc en fait, où est passé l'argent? Est-ce que les gens qui veulent, disons, s'installer au pouvoir, je ne dis pas s'installer, mais qui veulent essayer de représenter la population, et c'est les intérêts de la population, est-ce qu'ils vont réclamer cet argent? Est-ce qu'ils vont remettre en cause les dégâts qui étaient provoqués par les accords, notamment avec l'Union européenne? Parce que je pense que quand on parle de la gauche, il n'y a pas une gauche en fait, mais donc les avis sur les femmes, etc., ça se discute, etc. Mais gauche, ça s'entend par rapport au capital. Et le capital, dans un système capitaliste, en fait, il faut savoir où il se trouve.
Et donc je voudrais savoir ce qu'il en est du capital actuellement, le capital qui est parti avec, voilà, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il y a des revendications de remboursement de dettes odieuses, etc., etc. Il y avait une demande à... Rémi Amara, je voudrais revenir un petit peu chez le professeur Nachi concernant la violence en Tunisie. Il avait parlé qu'il y avait une certaine violence, surtout par les salafistes. Et M. Nakache a répondu en partie, partiellement à cette question-là. Mais cette violence